Et d'ailleurs, on vous donne la parole puisque David nous a appelé au 01 80 20 39 21. David qui nous appelle des Yvelines. Bonjour à vous et merci de nous avoir appelés. On vous écoute. Bonjour, merci de m'avoir pris au téléphone et bonjour à toutes les personnes sur le plateau présentes aujourd'hui. Bonjour David. Très content que Marine Le Pen se présente. Voilà, je tenais à le signaler, c'est pour ça que j'ai appelé. Il fallait qu'elle se présente. C'était impératif pour moi, personnellement, mais surtout en vue de sa carrière, de son engagement politique et de la dureté qu'elle a entrepris dans sa vie, des échanges qu'elle a eus. C'était logique pour moi qu'elle se présente. Voilà, malgré les procès, malgré le pourvoi en cassation, malgré tout ce qui va être dit et énuméré, elle devait se présenter. Donc je suis très content. Voilà. Donc finalement, ça veut dire que le jugement de première instance, l'arrêt de la cour d'appel, alors bien sûr, elle est présumée innocente, elle se pourvoit en cassation, mais oui. ça ne vous fait pas peur, ce n'est pas pour vous une tâche. Du tout. Non, c'est pas une tâche. Ce sera une tâche pour ses adversaires qui vont s'en servir, évidemment, c'est le jeu de la politique, mais pas pour moi personnellement. Je vais être un peu dur, mais ce système pas de paiement, mais je veux dire d'emploi du personnel administratif ou adjoint pour des tâches qui concernent le national ou l'européen, tout le monde le fait. Tout le monde le fait, ça se fait en fait. Donc je trouve que c'est un procès qui est pas viable pour moi. Et la notion d'exemplarité en politique ? Mais alors, qui est exemplaire en politique actuellement ? Et qui l'a été ? Est-ce qu'on a une trace de quelqu'un qui a été exemplaire, réellement, qui n'a jamais eu de mise en examen ou autre dans tout le personnel politique à l'heure actuelle? Eh bien, merci beaucoup. Oui, on a compris, on a bien entendu votre avis, c'est intéressant. Attendez, Gabriel Cluzel, vous voulez intervenir ? Curiosité, parce que vous dites votre satisfaction de voir Marine Le Pen se présenter. Oui. La perspective de voir Jordan Bardella se présenter, vous inquiétez ou vous aviez une préférence pour Marine Le Pen ? J'ai une préférence. Je pense qu'elle a un cuir, elle a endurci, elle est préparée depuis de longues années à mener une campagne politique. Bardella est très bon aussi, mais par rapport à son jeune âge, ça aurait été peut-être plus compliqué pour lui. C'est mon avis. Après, voilà. C'est bien de nous l'avoir donné, votre avis. On est ravis. Merci à vous, David. Je rappelle que vous nous avez appelé au 01 80 20 39 21 et vous pouvez, comme David, nous appeler pour nous donner votre opinion, ce que vous pensez de cette 4e candidature de Marine Le Pen, malgré cette condamnation en appel. Et puis, que pensez-vous de ce pourvoi en cassation ? J'accueille Arnaud Stéphane qui nous a rejoint. Bonjour. Vous êtes communicant, fondateur de l'agence La Note de Com et ancien conseiller communication de Marine Le Pen. Alors, justement, à propos de l'électorat, il va en être question puisqu'elle se présente. Je vous propose d'écouter l'analyse de Jérôme Fourquet, le directeur du département opinion et stratégie de l'IFOP, qui explique, lui, que la condamnation de Marine Le Pen pourrait souder son électorat en vue de la présidentielle. Il était au micro d'Alexandre Lemaire ce matin. On verra ce que vous en pensez après. Depuis le déclenchement de cette affaire et ce procès, cet électorat du Rassemblement national considère que c'est une manœuvre judiciaire pour faire taire leur championne et pour l'empêcher d'arriver au pouvoir. On peut toutefois se référer à ce qui s'est passé au printemps dernier lors des élections municipales à Perpignan. Louis Alliot a été réélu dès le premier tour en mars dernier. Et quand nous interrogions pour la presse locale les électeurs qui comptaient voter pour Louis Alliot sur l'impact que pourrait avoir cette décision judiciaire sur leur comportement électoral, 8 sur 10 d'entre eux disaient que ça n'aurait pas d'influence sur leur choix électoral et 10% que ça les incitait même à soutenir encore davantage leur champion. Voilà, c'était Jérôme Fourquet au micro d'Alexandre Lemaire ce matin sur Europe 1. Arnaud Stéphane, vous êtes d'accord avec l'analyse de Jérôme Fourquet ? Totalement. Je pense que la condamnation de Marine Le Pen n'aura pas d'effet sur son électorat de premier tour. Il faut bien préciser, de premier tour. Que son socle granitique, pour utiliser justement l'expression des sondeurs, c'est-à-dire son électorat de base, est toujours entre 21 et 25%. C'est extrêmement élevé. Je pense que ça fera changer à quelques étincelles à peine. Parfois, ça se joue à une étincelle, hein. Alors pas pour le premier tour, parce que là, pour le premier tour, vu là où elle se situe, même si elle est à l'étiage, c'est-à-dire elle est au plus bas de ce qu'on lui donne comme
comme score, c'est-à-dire sur son socle granitique, elle est autour de 25%. Personne ne fait l'équivalent aujourd'hui de 25% au premier tour. Donc ça lui garantit quasiment une place au second tour. C'est au second tour où ça devient beaucoup plus difficile. Parce qu'elle va devoir rassembler au-delà de son socle granitique, pour reprendre votre expression. Pas la mienne d'ailleurs, c'est celle de... Oui, je me demande si c'est pas celle de Fourquet d'ailleurs, ou un de ses confrères. C'est à cause de la Bretagne. Oui, ça doit être ça. On cherchait l'origine. Vous avez besoin au second tour, évidemment, d'élargir votre électorat et d'aller chercher de nouveaux électeurs. Une partie de l'électorat de droite conservatrice peut être gênée par cette condamnation. Ça dépendra qui se trouve en face de Marine Le Pen au second tour. Si c'est Jean-Luc Mélenchon, je peux vous dire un truc, l'électeur de droite, il se mettra peut-être une pince à linge sur le nez, mais il ira voter pour Marine Le Pen. Je ne pense pas qu'il y aura la volonté d'aller jouer avec le feu et de choisir la Nouvelle-France. Si c'est un candidat du socle commun, ça peut être un petit peu plus difficile. Mais encore une fois, quelle sera l'incarnation de ce candidat du socle commun ? Je vois pas les espaces politiques. Mais Édouard Philippe, pour l'instant, je suis pas très convaincu ni par son incarnation du candidat, ni par ce qu'il propose. Alors, je vous dis ça parce que selon les sondages, pour l'instant, c'est le seul qui a été, bien sûr. qui hypothétiquement peut. Oui, bien sûr. Oui, c'est un des scénarios qu'il faut mettre sur la table. Après, c'est un primo-candidat. Et on verra ce qu'il donne en tant que candidat à l'élection présidentielle. Encore une fois, il faut créer des dynamiques, il faut réussir à incarner une candidature. En face de lui, il aura 2 personnes qui sont des poids lourds de la vie politique française, qui ont déjà été candidats à l'élection présidentielle, donc qui savent ce que c'est que la machine à laver d'une élection présidentielle, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Et puis il va falloir se faire une place au milieu de ces 2 compétiteurs qui peuvent être très très difficiles à manier. Et c'est pas la prestation au journal de 20h de France 2 hier soir qui peut nous amener à penser que Édouard Philippe tout d'un coup va se transformer en un bretteur et un batteur d'estrade. Arnaud Stéphane, vous avez été l'ancien conseiller donc communication de Marine Le Pen pour la présidentielle 2022. Oui. Vous auriez été à ses côtés hier. Est-ce que vous lui auriez conseillé d'y aller ? Je lui aurais conseillé. En toute honnêteté. Ah non, je lui aurais conseillé d'y aller. Je vais pas faire état des communications que j'ai eues avec les uns et les autres sur la journée d'hier. On a eu la gentillesse de me poser la question. Je lui aurais dit d'y aller. Je n'aurais peut-être pas utilisé la même séquence de communication. C'est-à-dire, je n'aurais peut-être pas conseillé de se ruer sur un journal de 20h dès le soir même du résultat de cet appel, mais plutôt de prendre un peu le temps, de faire monter un peu le désir de Marine Le Pen au sein du mouvement national pour préparer une sortie un peu moins abrupte de Jordan Bardella qui nous a dit au revoir hier. Elle dit non, il va rester. Et Sébastien Chenu nous l'a redit il y a quelques instants en disant c'est un ticket. Certains de vos confrères faisaient état hier soir d'une question très importante. Que faire des affiches qui avaient déjà été imprimées avec Jordan Bardella? Gabriel Cluzel. Oui, je repensais à ce que disaient mes 2 collègues, là, si j'ose dire, à Georges qui évoquait le procès Fillon. Et vous qui évoquez cet électorat du 2e tour qui pourrait peut-être être rendu frileux par cette condamnation, même si elle est présumée innocente. Mais je me demande si le procès Fillon ne va pas servir d'une certaine façon à faire passer le Rubicon à cet électorat qui a un peu perdu au moment de l'affaire Fillon. Vous savez que c'est un électorat de droite classique qui est le parti quand même de l'ordre et des gens qui ne sont pas condamnés, disons-le franchement, qui vont pas. Et donc, mais l'affaire Fillon les a fait douter un peu de l'institution judiciaire. Ils se sont rendus compte qu'elle pouvait être politique, cette institution. Donc je crois qu'ils peuvent se dire ça a déverrouillé quelque chose. Ils peuvent se dire finalement c'est le même genre de configuration, c'est encore une justice politique. Donc ça peut les effrayer, oui, au 2e tour, mais peut-être moins que ça ne les aurait effrayés avant, je pense. Et puis, il y a vraiment ce désamour pour la justice, disons-le. Nous parlions, moi, il paraît qu'il ne faut pas commenter les décisions de justice, mais c'est vrai que cet animateur de périscolaire qui bénéficie du doute, etc., certains se disent nécessairement, mais ce bracelet électronique dont on menace Marine Le Pen, même si qu'elle soit coupable ou pas, parce qu'elle est présumée innocente, je ne peux pas dire si elle l'est ou pas, mais est-ce qu'il ne serait pas mieux
sur la cheville de certains autres. Vous voyez ce que... Donc, je pense que ça va rentrer, ça peut, mais à eux d'installer un bon récit. S'ils ne l'installent pas, ça ne se passera pas bien, mais s'ils installent un bon récit, ils peuvent rentrer cela un peu en convergence avec ce désamour de la justice. S'il y a un conseil que je peux, si elle nous écoute, s'il y a un conseil que je peux donner, en tout cas à Marine Le Pen, ou en tout cas à ses équipes, c'est peut-être de prendre une communication et de suivre sa ligne, de suivre sa ligne et de continuer une campagne sans forcément faire attention au débat qu'il y aura sur sa condamnation ou sa crypto-condamnation ou sa possible condamnation, on verra. Et peut-être d'utiliser les débats avec beaucoup de parcimonie. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, elle va avoir des adversaires qui sont des primo-candidats et qui ont besoin de se faire de la notoriété et de la légitimité dans cette élection présidentielle. De ne pas leur donner l'occasion de se faire de la légitimité sur son dos. Et donc, moi j'ai ma campagne, j'ai pas à aller débattre de toute façon de sujets avec des gens qui ont montré qu'ils étaient incapables, et je continue sur ma ligne. Je pense que ça serait la bonne stratégie, pour la bonne et simple raison que elle va pas servir de punching ball à des gens qui ont besoin, encore une fois, de se faire de la notoriété. On voit hier que tout le banc et l'arrière-banc, les troisièmes couteaux, les huitièmes couteaux de ce qui était disponible dans la vie politique française, a essayé de faire sa petite phrase sur Marine Le Pen. Donc c'était le quart d'heure orwellien de certains, mais je pense que Marine Le Pen n'a pas à leur donner de crédit. Bonjour Marie, soyez la bienvenue sur Europe 1. On est heureux de vous entendre. Oui, merci. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, moi simplement, je rappelle un détail, un détail que j'ai envie de souligner là. Il y a quelques années, j'avais vu à la télévision Jean-François Kahn, que j'appréciais beaucoup pour l'homme qu'il est, c'est une voix en plus, et qui avait déclaré, sans être d'ailleurs contredit à l'époque dans cette émission, que le Rassemblement national n'était plus d'extrême droite. Bon. C'était son opinion à l'époque, je ne commande pas non plus davantage, mais c'était quand même important et ce n'est jamais repris, donc je voulais quand même le signaler. Là, j'interviens, c'est pas pour, ni contester le procès, ni pour soutenir forcément le RN, etc. Moi, c'est plutôt dans un souci de lutter contre l'arbitraire et dans un souci de justice, quelle qu'elle soit. Ce que je voulais dire aussi, c'est que on parle au sujet du bracelet, donc la condamnation avec bracelet. On parle de délinquance concernant donc Marine Le Pen. On peut faire le rapprochement de détournement de fonds avec la dette abyssale des finances françaises, qui ont été aussi détournés des fonds qui avaient été votés, détournés de leurs objectifs. Voilà. Ensuite, l'opinion publique fait le rapprochement avec l'affaire Fillon, Strauss-Kahn, bien sûr, aussi pour les raisons que l'on sait, pour l'aboutissement du moins de ces procès. Moi je fais ça je réagis en fonction d'une justice sans doute idéalisée. Surtout en comparaison du laxisme dont elle fait preuve trop souvent. Ainsi, on apprend qu'un jeune ou quelqu'un a mis le feu 3 fois dans le sud de la France et que, je crois, il avait déjà été interpellé. Alors pourquoi n'avait-il pas de bracelet ? Parce que ça aurait évité la catastrophe. Alors, beaucoup de choses dans ce que vous venez de nous dire, Marie. Ce que je retiens finalement, c'est que vous êtes plutôt satisfaite de la candidature de Marine Le Pen, de son annonce d'hier. C'est bien ça ? Non, moi, je réagis surtout dans un objectif de justice, si vous voulez aussi, quoi. Parce que, compte tenu de tous les éléments, je réagis comme beaucoup de l'opinion publique, si vous voulez, qui était a priori une condamnation extrêmement sévère. Voilà, mais je ne peux pas me permettre de juger les décisions de justice, c'est pas la question. Mais alors à ce moment-là, il faudrait que la justice soit aussi sévère et impartial, c'est le moins qu'on puisse dire à l'égard d'autres affaires aussi graves, voire bien plus graves. Bon, voilà, c'est tout, quoi. Eh bien, merci beaucoup. Voilà. Au revoir. Mais merci de nous avoir appelé, chère Marie. Je rappelle que vous nous appelez depuis La Rochelle. Je profite également de la présence d'Arnaud Stéphane, comme vous êtes communicant. Hier, on a vu apparaître une première affiche où on voit une Marine Le Pen en blanc, je crois, de mémoire, mais surtout dans une position assez christique, avec les bras en croix, la tête relevée, et avec ce slogan
la Renaissance, qui forcément nous interpelle parce que il me semblait qu'il avait été préempté par le mouvement d'Emmanuel Macron. Mais donc, que pensez-vous? Vous pouvez nous dire votre avis sur cette première affiche? J'imagine qu'il y en aura d'autres, hein, c'est peut-être pas la définitive, mais cette affiche où l'on voit seulement Marine Le Pen, donc sans Jordan Bardella et avec ce slogan. Non, j'étais en train d'imaginer l'affiche avec les deux en position christique, ça aurait fait un peu bizarre, quoi. Et ce slogan, la Renaissance, qu'en pensez-vous? Non, je pense que cette affiche a été sortie assez rapidement pour la bonne et simple raison que tout le monde attendait le résultat de l'appel hier et évidemment la décision de Marine Le Pen de se pourvoir en cassation et surtout d'être candidate officiellement à l'élection présidentielle. Il y a un moment donné, vous pouvez prévoir les choses, mais vous ne pouvez pas non plus être certain de ce qui va se passer en cours d'appel. Je pense qu'ils ont sorti cette affiche un peu rapidement. Ils ont remis Marine Le Pen seule. Oui. Mais parce qu'une élection c'est un message quand même. Oui, mais une élection présidentielle, c'est le rendez-vous d'un homme ou d'une femme avec le peuple. C'est pas tic et tac vont se présenter à l'élection présidentielle. Donc on remet. On n'est pas aux États-Unis en fait. On remet Marine Le Pen dans sa position présidentielle. Et puis la Renaissance, parce que ça y est, elle n'est plus inéligible. Voilà, je pense qu'on a essayé de faire du symbole. C'est pas non plus hyper cherché, mais c'est une première affiche. Je pense pas que ça serait l'affiche de campagne. Je pense qu'ils reprendront peut-être, ils vont filer cette métaphore pendant quelques temps. Vous savez, c'est encore long la présidentielle. Il va y avoir 25 séquences. On va attendre quand même le slogan définitif. Je crois que c'était pour la France et hier c'était pour la France, la Renaissance. Enfin bon, ouais. Je pense que tout ça va s'affiner. Ouais. Et on est vraiment au tout début de l'élection présidentielle. Mais la campagne a commencé hier. En fait, de facto. Oui, c'est vrai. Elle avait commencé avec Jean-Luc Mélenchon à Saint-Denis quand il avait dit la primaire est terminée, 20 000 personnes, je suis candidat. Oui, mais on attendait de savoir. Là, on était suspendus avec cette décision. Oui, cette décision, elle était quand même au centre de l'actualité. Hier, j'avais l'impression qu'on attendait la fumée blanche du pape. Là, c'est vrai que la justice presque lui a offert une tribune quasi inespérée, puisque tout le monde attendait, les chaînes d'information continue, regardaient, qui étaient, bien sûr, qui étaient il y avait des d'ailleurs, journalistes ça a été venu, il y avait des journaux du monde entier, c'était incroyable, dans le palais de justice, la haie de 600 accréditations. Incroyable. Donc c'est vrai que c'est une entrée en fanfare, et même Jean-Luc Mélenchon, qui est assez fort pour scénariser ses interventions, qui a une verve, un verbe haut, eh bien il n'a pas réussi à en faire de même. Il a presque regretté de ne pas être condamné, peut-être, je n'en sais rien. Mais il l'a déjà été pour d'autres faits, voilà, en 2019. Donc c'est vrai que vous avez raison, Clélie, la campagne vient de commencer, et c'est normal, c'est quand même les plus hauts dans les sondages, il est important de savoir sur quel cheval on allait parier. Je ne sais pas si on peut faire des statistiques sur les auditeurs qui nous appellent, mais néanmoins, on constate que, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de... Ça n'a pas instillé de doute, en tout cas, sur ceux qui le Et il nous reste 2 heures d'émission, tout est possible, voilà, vous savez ce qu'on dit. On va voir, mais on verra. Mais je pense qu'ils sont assez représentatifs quand même d'un socle électoral, que ça n'a pas ébranlé, que ça conforte plutôt dans l'idée que la justice est partiale, etc. etc. Mais encore une fois, ce que disait Arnaud Stéphane, c'est-à-dire que pour le premier tour, certes, mais pour le second... Non, vous avez raison, l'interrogation, c'est sur le second tour, bien sûr. Les Français aiment bien les blessures, les politiques cabossées qui se relèvent. Il y a un côté Monte Cristo. Les Français aiment bien ce récit-là, si vous voulez. On l'a vu avec d'autres, avec Sarkozy, on l'a vu avec Chirac, on l'a vu très souvent. Donc, ça ne va pas lui nuire de ce point de vue-là. Ça, c'est sûr. Je pense que vous avez raison de parler d'un socle qui est absolument indéfectible. Mais je ne crois pas que ça va lui nuire au-delà. Par contre, quand même, il faudra expliquer pendant la campagne, parce qu'il y aura un feuilleton. Au mois de janvier, tout le monde va se retourner vers la Cour de cassation. Que va faire la Cour de cassation? Donc, tout cela va un peu polluer, si vous voulez, la campagne, et les opposants qui ne manqueront pas une occasion pour la ramener toujours à une affaire judiciaire. Mais bien sûr. Et l'empêcher. On l'a vécu avec Fillon, c'était tout le temps ça. Les concerts de casseroles. La différence quand même, c'est que là, avec Fillon, c'était des affaires plus personnelles. Oui, c'est ça. Quand c'est personnel, c'est pas tout à fait la même chose. Les Français font la différence. Ils voient bien que c'est pas une histoire. C'est plus complexe aussi à comprendre là. Il n'y a pas d'enrichissement personnel non plus. C'est plus politique que personnel. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même faire la différence. Et il y a une autre différence importante aussi, c'est que dans l'affaire Fillon, la justice avait sorti toute l'artillerie.
le PNF s'était réuni, avait ouvert une enquête moins d'une semaine après, 48 heures après la parution de l'article du Canard enchaîné, et précipité pour ouvrir une instruction en saisissant un des juges d'instruction les plus redoutables de Paris, qui s'est précipité pour le mettre en examen. On a sorti les canons César, enfin, vraiment, la justice a montré sa puissance de feu. Là, on commence un petit peu à revenir à un équilibre, c'est-à-dire une justice qui... Vous savez, il y a une règle non écrite qui était plus ou moins respectée, c'était la trêve judiciaire pendant la période électorale. Parce que si vous envoyez un candidat avec des soldats de plomb lestés d'une affaire judiciaire, il n'est plus à égalité avec les autres compétiteurs. Donc il y avait une règle non écrite, la trêve judiciaire avant l'élection. Là, j'ai l'impression qu'on retrouve un peu ça avec la décision de la Cour d'appel qui se dit on ne va pas empêcher, etc. Mais quand même, méfions-nous des péripéties qui arriveront au mois de janvier. Moi, je pose une question de néophyte, mais la Cour de cassation, elle ne va pas donner son calendrier. Où on va apprendre tout d'un coup, un 15 janvier, qu'elle a décidé de... Ah non, il faut qu'il s'envoie d'un certain oui, il y a quand même... On va en savoir plus, non ? On va on savoir plus. Sur il faut d'abord attendre que le pourvoi soit bien validé aussi. Est-ce que le parquet général va faire appel ? Apparemment, il semblerait que oui. Donc il y aura deux pourvois, et ensuite c'est à la Cour de cassation à fixer son audience. Merci beaucoup Arnaud, Stéphane, d'être venu.